Je fais Saladin Aberkan, je travaille chez GitLab, je suis Solution Architect sur la partie avant-vente. Voilà, j'ai un background très technique, développeur, consulting, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de GitLab et quelques use cases intéressants autour du cycle de développement, hein, sécurisé avec de l'IA, avec des scans de sécurité, des contrôles, de gouvernance, etc. Juste avant de commencer, peut-être pour voir un peu qui parmi vous a déjà utilisé GitLab. Ok, ça c'est impressionnant. Et qui parmi vous a utilisé GitLab en version entreprise avec les licences, etc. Ok, c'est déjà pas mal de monde. Ouais, ah, super. Et du coup, vous avez probablement connu quelques fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui, mais je vais vous présenter quelques nouveautés et comment tout ça se met ensemble. Alors, on va passer par trois étapes, hein. Je commence par la présentation, après je vais vous faire une démo. Et l'idée, c'est de parler de trois principes de base, hein. Le premier, c'est le principe de One Platform. Il s'agit ici d'avoir une plateforme qui permet d'atteindre un certain niveau de maturité DevSecOps et qui fournit des outils, hein, pour, depuis le début, la planification agile, etc., jusqu'au déploiement. L'idée, bien sûr, quand on parle One Platform, on est tous là parce qu'on aime l'open source, on aime aussi le fait qu'on n'ait pas de vendor locking. Il ne s'agit pas ici de mettre une plateforme qui bloque dans les fonctionnalités. Ça reste quand même très extensible. GitLab est une plateforme qui est très APIisée. La façon de faire des pipelines aussi s'intègre avec des systèmes tiers. Mais pour les personnes ou bien les entreprises qui souhaitent avoir quelque chose d'homogène dans la même plateforme, c'est toujours une option qui existe. Le deuxième principe qui est intéressant et qui est important, alors il a quelques années déjà, on parle des shift left, et donc de ramener la sécurité au plus tôt dans les cycles de développement, parce que ça permet d'avoir une meilleure maîtrise et quelques avantages supplémentaires dont on va parler. Et bien sûr, quand on fait de la sécurité, ça suffit pas de savoir que les choses vont mal ou qu'on a des vulnérabilités. Il faut aussi les contrôler, ces vulnérabilités-là. Et c'est là où on voit souvent des manquements chez des clients qui ont des outils de sécurité ou voilà qui scannent plein de choses et qui ont plein de dashboards, etc. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et c'est une étape qui est importante, bien sûr. Et puis naturellement, l'IA, aujourd'hui, tendance. Ce qu'on voit souvent dans le domaine du DevSecOps, les outils IA, il y a beaucoup de compétition bien sûr, mais il y a beaucoup d'outils qui se focalisent énormément sur le code generation, donc la génération du code pour accélérer le développement. Maintenant, il y a des use cases qui peuvent être aussi intéressants pour augmenter la productivité des personnes en tant que développeurs hein, sur la plateforme GitLab elle-même, sur les différents use cases. Voilà, on va parcourir ça rapidement et puis après on passe à la démo. Un petit mot avant sur l'historique du DevOps, hein. On a tous connu en fait l'arrivée du DevOps dans l'entreprise. C'est arrivé avec des package management, des dependency management, des outils tiers, etc. Et au fur et à mesure, les exigences ont augmenté. Donc quand on a eu les exigences sécurité, il fallait intégrer des outils de sécurité, bah, ça faisait un outil de plus. Ensuite, il y a les pratiques agiles, il fallait les intégrer dans les cycles de développement, ça faisait un outil de plus. Et en fait, au fur et à mesure, on commençait à avoir une stack d'outils, et ça, on le voit encore aujourd'hui, hein. On est souvent emmené à composer entre plusieurs outils qui n'ont pas forcément le même niveau de données ni de connaissances en fait, de cycle de vie des développements, mais qu'en fait, on est obligé de composer entre eux pour couvrir certains aspects. Et en plus, on n'a pas forcément accès. Alors, quand on fait du développement, on n'a pas accès à tous ces outils-là. Souvent, on voit le cas où les équipes sécurité vont taper sur le développeur pour lui dire, tiens, ta vulnérabilité, il faut la corriger. Alors, le développeur, voilà, il savait pas du tout ce qui se passait, il savait pas du tout comment il a introduit ça. Donc, c'est toujours compliqué aussi de gérer ce genre de cas-là. Donc, on essaye d'avancer, on essaye d'intégrer les outils. Donc, vous allez avoir une génération d'outils DevOps qui s'intègrent entre eux avec des plugins, etc. Mais une autre problématique s'introduit à ce niveau-là. Vous connaissez tous une solution de CI/CD qui utilise des plugins d'intégration. En fait, un plugin, il peut avoir aussi des vulnérabilités, il faut le maintenir. Mais des fois, on trouve les équipes de maintenance, ils ont très peur de mettre à jour cet outil-là parce qu'ils risquent de casser toutes les pipelines qu'ils utilisent et donc toutes les chaînes CI/CD de l'entreprise. Donc on garde ça comme ça. Donc on voit énormément de solutions implémentées avec des plugins très vulnérables, mais qui sont maintenus comme ça. Voilà.
Et voilà, on essaye de faire de la customisation, un peu comme du Scotch, pour faire fonctionner tout ça ensemble. Et l'idée ici, et c'est un peu un des principes de base derrière cette plateforme-là, GitLab, en tant que solution, c'est d'avoir, quand on parle de One Platform, c'est d'avoir une vue intégrée. Donc, pour couvrir tous les aspects, vous avez ici donc les différentes étapes DevOps, hein, depuis la planification agile jusqu'au déploiement et déploiement et monitoring. Alors, ça serait des aspects limités au monitoring applicatif, hein, on ne va pas monitorer le runtime. Et puis un data store unique, parce qu'avoir l'information sur tout ce cycle-là au sein de la même plateforme permet d'avoir des vues plus intégrées, avoir des équipes qui travaillent ensemble et qui ont accès à des informations similaires. Donc les mêmes dashboards, ça aide énormément sur cette cohésion-là. Donc on réduit les silos. Et puis bien sûr, on a un data store qui est assez riche pour avoir une utilisation de l'IA qui peut être intéressante ici. Parce qu'on peut sortir du cas de code generation pour attaquer des cas qui seraient plus avancés que ça. Donc ça, c'était le premier point, un des avantages de One Platform. Sur le deuxième, le principe de shift left, ça c'est venu, bon, ça existe depuis quelques années ce principe-là, mais en fait tout simplement, on le sait tous, plus on attend pour remédier à des problématiques de sécurité, plus ça nous coûte cher en termes d'implication, hein, en termes d'heures de travail pour aller faire la remédiation, en termes d'impact, hein, tout simplement une vulnérabilité en production, ça n'a pas du tout le même impact qu'une vulnérabilité pendant le build. Et tout simplement, il y avait une étude qui a été faite en 2019 par le NIST et en fait, il disait tout simplement que le rapport et sur l'impact de la remédiation peut aller jusqu'à 30 fois si on le fait plus tôt dans le cycle de développement que plus tard. Et c'est pour ça aussi qu'on ramène Shift Left, on ramène le plus tôt possible tous les scans de sécurité, on les intègre dans la pipeline pour aussi améliorer ce point-là. Alors, ce que vous voyez ici, pour les connaisseurs de GitLab, c'est un peu la colonne vertébrale d'utilisation de la plateforme. C'est vraiment les best practices, comment utiliser GitLab Platform. Ça s'appelle un GitLab Flow. Et il s'agit ici d'un path classique. On n'est pas obligé de le respecter, mais voilà, c'est les best practices. On commence avec la planification agile. On crée des epics, des milestones, des issues qui sont des stories, hein, la planification. Ensuite, on attribue ça au développeur qui va lui ensuite créer une feature branch. Et en fait, c'est un merge request. C'est la place où il va faire toutes les modifications qui est associée à une branche dans son code, où il va faire tous ses développements. Et l'idée, c'est de déclencher des pipelines à chaque changement. L'idée, c'est de faire des pipelines qui vont builder, lui permettre de tester dans des environnements de test par feature, par exemple, et d'exécuter aussi tous les scans de sécurité et tous les contrôles nécessaires à ce niveau-là. Donc pendant qu'il fait ses développements, il est au courant de ce qu'il a introduit, il est au courant de tous ses impacts en termes de sécurité et en termes aussi de standards d'entreprise. Et puis bien sûr, une fois tout ça est fait, il y a une étape d'approbation. C'est pas parce qu'il introduit des choses et qu'il n'y a pas forcément de problème de sécurité qu'il peut aller plus loin. On peut ajouter des étapes de contrôle. Il y a des personnes qui peuvent être voilà, plus seniors, peut-être les équipes sécurité, qui acceptent ou pas ces changements qui sont introduits. Et ensuite, on passe aux étapes de release et puis déploiement en production et les environnements tiers, etc. Donc ça, c'est le GitLab Flow qui est un peu la façon d'utiliser GitLab dans la façon la plus optimale. Et quand on parle de sécurité, je ne vais pas parcourir cette slide dans le détail, mais il y a deux niveaux de sécurité applicatif. Il y a le premier niveau que vous voyez au milieu, c'est les scans qui sont statiques. Et donc simplement, ils vont prendre le code source et scanner, voilà, chercher des secrets. Donc on parle de secret detection. Ils vont scanner aussi le code pour voir un peu s'il y a des choses dans les fonctions qu'il reconnaît, en termes d'injection SQL par exemple, etc. La même chose pour les scans d'un phrase code, les Terraform, aussi les ressources Kubernetes et les checks de dépendance, bien sûr. Et puis il y a des scans qui se font de manière dynamique, donc qui nécessitent aussi que l'application soit disponible sur un environnement, ou qui démarre l'application dans un conteneur
pour aller vérifier des choses comme le comportement des API, par exemple, quand on parle d'API sécurité, et comme aussi vérifier le comportement des API par rapport aux différentes inputs. Donc, on peut avoir des mécanismes qui vont injecter des inputs qui seront un peu avec des caractères spéciaux, un peu trop longs, etc., pour avoir ce genre de résultats. Et c'est toujours intéressant d'exécuter ça. Et tout ce qui est, bien sûr, le scan des dépendances pour les conteneurs, naturellement. Alors, l'idée de tout ça, c'est bien de l'exécuter. Alors, est-ce qu'il faut le faire dans la pipeline ou pas? Ça dépend. Personnellement, je préfère pour les scans dynamiques les faire plutôt en scheduling en fait, parce qu'en fait, ça nécessite de démarrer des choses, ça prend un peu de temps, donc je les fais pas forcément dans les pipelines. Mais là, dans la démo, je les ai fait dans la pipeline juste pour voir un peu ce que ça donne, et on verra ça dans le détail juste après. Et le troisième, alors peut-être juste avant de passer sur le troisième pilier, euh, les scans, c'est des outils, ils sont là à disposition du développeur, il peut les utiliser, euh, mais parfois, on aurait peut-être tendance à ne pas le faire. Et moi, le premier, hein, quand je code quelque chose, voilà, une démo, etc., je mets pas mes scanners parce que finalement, ça prend un peu de temps à s'exécuter. Et je me dis, bon, c'est pas très grave. Et puis, ça peut arriver aussi dans le cadre des sujets un peu, voilà, de contexte un peu plus critiques. Et c'est pour ça on parle un peu de gouvernance et de compliance aussi. C'est d'avoir une gestion au niveau de l'organisation qui va imposer ces scanners-là. Donc en fait, au lieu de le faire soi-même au niveau de la pipeline, on peut toujours le faire. On peut créer des politiques d'entreprise, par exemple, ou des politiques d'équipe au sein d'une équipe pour dire je veux que ces scanners soient exécutés dans les pipelines de ce projet, quoi qu'il arrive. Donc ils vont être injectés automatiquement dans la pipeline, ils vont être exécutés, ils vont sortir les rapports en question. Et donc ça, c'est un contrôle supplémentaire qui peut être intéressant. Et une fois ce scanner il est fait, je peux ajouter des mécanismes pour dire maintenant, je veux respecter certaines normes. Si jamais je détecte une vulnérabilité dans cette merge request, je n'accepte pas de merge sur les branches protégées. Donc il faut que quelqu'un qui a la responsabilité de le faire le fasse, ou bien il faut que le développeur corrige la vulnérabilité introduite. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir un peu certains niveaux de qualité au sein de ce projet-là, avec des politiques qui s'appliquent au niveau des projets. Et puis, dernier pilier de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'IA. Alors ça, je vous ai déjà donné un petit aperçu à l'intro. On se rend compte, ça, c'était un questionnaire qui a été lancé par GitLab il y a quelques temps pour voir un peu le temps que les développeurs passent sur certains aspects de cycle de développement. Ils passent en moyenne 21% de leur temps à développer. Et en fait, d'où l'idée de dire, est-ce que l'IA doit couvrir juste la partie code ou bien plus? Et c'est pour ça qu'on essaye de penser aussi à des use cases différents. Le développeur, des fois, il a besoin de fixer ses pipelines, ça arrive. Et donc, en fait, il a besoin d'outils pour l'aider à comprendre les causes derrière les pipelines failure et aller les corriger. Le développeur passe du temps à comprendre les issues, donc les stories qui lui ont été communiquées. Euh, Aussi, des fois, il a besoin de comprendre les merge requests quand on travaille en équipe. On n'est pas forcément, voilà, on va pas forcément lire tout le code pour comprendre ce qui a été fait à chaque fois, et donc on a besoin d'outils pour résumer un peu tous ces changements. Et puis le review du code. Alors c'est toujours bien de le faire avec un humain, mais si ça peut être automatisé avec une IA, c'est encore mieux. Et donc l'idée, c'est de couvrir ces use cases-là aussi avec l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez la même chose que j'ai présenté il y a quelques instants. C'est le GitLab Flow, mais avec l'IA. Et donc là où vous voyez la petite icône GitLab en vert, fluo, en fait, c'est des use cases différents qui ont été introduits aussi pour couvrir cette partie-là. Alors juste pour que ça soit clair, hein, certaines fonctionnalités ici sont spécifiques en enterprise, dans le sens où elles nécessitent un licensing. Certaines, elles sont accessibles sans licensing. Euh, mais voilà, ici, je ne fais pas la différence, mais on pourra en parler après sur le détail si vous le souhaitez. Alors, il y a une particularité dans l'usage de l'IA. Euh, Certaines plateformes elles proposent la fonctionnalité, donc peut-être génération du code. Et en fait, le développeur en codant, bah, il choisit le modèle qu'il veut. Et en fait, c'est on va dire par expérience, il trouve au fur et à mesure le meilleur modèle pour son use case. Et ça se fait comme ça au fur et à mesure.
GitLab a choisi une implémentation un peu différente, dans le sens où les use cases ils sont listés, et en fait, c'est la plateforme elle-même qui propose le dernier modèle en back-end pour le use case. Et ça change chaque jour, ça peut changer chaque jour. Comment cela se fait-il? En fait, euh, il y a des modèles qui sont back-end alors de différentes natures, hein. On voit Anthropic, Google AI, il y en a d'autres. Et chaque jour, il y a un prompt, un liste de prompts qui fait plus de 100 000 cas différents qui sont exécutés et ça, avec les différents use cases et qui ressortent des rapports avec un niveau de qualité qui est noté. Et chaque jour, tous les modèles ils sont testés pour les différents use cases. Et en fait, ça peut évoluer dans ce sens-là. Aujourd'hui, le modèle anthropique, par exemple, il peut être meilleur pour le code generation, et ben c'est lui qui répond aux développeurs quand ils demandent du code generation. Et si ça évolue demain, il y a un autre modèle qui le fait mieux, ça va évoluer automatiquement de manière transparente. Et c'est ça un peu l'idée derrière, c'est de faciliter aussi le choix du modèle selon use case d'un point de vue développeur. Et pour y arriver, bien sûr, il fallait que ça soit abstrait. Ça, c'est un schéma que j'ai fait juste pour un peu représenter ça. Quand on utilise l'IA sur GitLab, il y a deux niveaux. Il y a le niveau dont on a déjà parlé. En fait, sur l'IDE lui-même, il y a un plugin et puis ça permet de travailler sur le code avec toutes les fonctionnalités. Il y a un chat intégré. Il y a aussi l'IA sur GitLab lui-même qui permet de consommer des choses, des sujets, des objets sur GitLab lui-même, comme les issues, les merge requests, et sur lesquels on peut travailler sur le navigateur directement. Il y a des use cases qui nécessitent pas forcément de passer par GitLab parce que quand on veut faire du code generation, bah, c'est l'IDE, il va consommer le modèle directement. Mais par contre, il y a des use cases qui nécessitent de comprendre le contexte et donc de passer par GitLab et de prendre des éléments supplémentaires qui sont intéressants pour fournir la bonne réponse. Quand on fait du troubleshooting, par exemple, on a besoin de passer par GitLab et on peut pas faire ça directement. Voilà un peu sur l'implémentation, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je peux passer directement à la démo. Alors, pas de secret, c'est une démo basée sur Quarkus, hein. C'était une coïncidence, je savais pas que Zainab allait présenter Quarkus aujourd'hui, mais bon, c'est un framework que je connaissais, et puis j'ai trouvé ça pas mal pour monter cette démo-là. Et donc ça, c'est un projet basique Quarkus, hein. J'ai mes sources, la connexion, petit souci de connexion, sinon je passe sur le 4G. Voilà. Euh, j'ai rien de particulier à part un fichier de Greeting source, voilà, qui expose cette API basique. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est que pour respecter un peu le GitLab Flow, donc j'ai créé une issue, j'ai créé une branche, et merge request que j'ai appelé démo ParisJog. Et en fait, dans cette branche-là, j'ai rajouté du code un peu vulnérable, juste pour introduire un peu de problème dans ce code-là. Donc on voit une fonction ici qui fait un hash avec du MD5, naturellement. Ouais, alors, peut-être un peu trop gros comme ça. Ça va là? Un peu plus? Je vais du coup cacher ça. Donc ce que j'ai fait, voilà, un MD5 et puis introduit quelques secrets. Voilà, donc un peu de tout pour montrer que voilà, c'est le code le plus pourri qu'on puisse faire. Et ça s'est fait voilà, dans ce projet-là. J'ouvre ici. Donc j'ai commencé par l'issue. Comme ça, on suit le flow. Alors la connexion est pas la plus rapide, mais on va y arriver. L'issue, il n'y a rien de plus simple, hein. J'ai créé une issue pour faire cette démo. À travers l'issue, bah, j'ai créé ma merge request. Je vais y aller directement, ce que j'ai déjà fait. Et donc là, j'arrive sur ma merge request. Et, euh, et dans ce projet-là, si vous avez remarqué, j'avais un fichier pipeline CI/CD, hein, qui est GitLab CI.
Je vais d'abord peut-être montrer un peu ce fichier-là, à quoi il ressemble. Peut-être je vais faire plutôt ici, Pipeline Editor. Ouais, celui du main, il fait l'affaire. Pour les connaisseurs de GitLab, en fait, la CI/CD est un fichier qui est inclus dans le projet. Il exécute des étapes hein, qui sont appelées des stages. Et dans chaque stage, on peut avoir plusieurs jobs. Et donc des jobs, c'est des exécutions, on va dire, unitaires pour faire des traitements, voilà, façon script. Et là, j'exécute plusieurs stages. Et c'est un projet, ce qu'il y a de plus basique, hein, ça, je vais revenir après. Je vais aller directement dans la partie. Il fait du code, il exécute un stage pour faire du scan code quality. Il génère un HTML. Il fait une exécution de JUnit, tout simplement. Code coverage également. Ensuite, il fait un Maven build, ce qu'il y a de plus classique. Alors, quelques étapes, ils sont refaites deux fois, juste pour être plus simple pour la démo. J'aurais pu faire le build plus tard, mais en tout cas, bon, je le fais ici pour builder le package. Et je génère avec ça, j'utilise l'extension Kubernetes hein, de Quarkus, et donc je génère les ressources YAML directement avec les variables d'environnement de Quarkus, voilà, de l'extension qui sont assez connues. Je vais juste réduire peut-être ça. Je continue. Alors, il y a des différences. Alors, j'ai fait des fois ici, juste pour démontrer, le même job deux fois. Donc, vous voyez ici, c'est un Maven build sur les branches et un Maven build sur la branche main. Et en fait, c'est une façon de faire pour faire des traitements qui seraient différents entre les feature branch et entre les branches protégées. L'exemple le plus parlant, ça va être dans les étapes déploiement et en fait, dans lequel je vais avoir un job de déploiement dans la production qui s'exécute seulement dans la branche main ou dans la branche production, etc. Et un déploiement dans les environnements de revue qui s'exécute sur les environnements, sur les branches de feature développement. Donc, je peux créer un environnement par branche. Ça peut être intéressant. Et je crois que c'est même ce que je fais dans cette démo-là. Et ce que ça fait en gros dans les étapes déploiement, ça va prendre ces variables, ça va prendre les ressources YAML qui ont été générées, ça va déployer ça sur un cluster Kubernetes que j'ai provisionné. Euh, les builds et tout ce qui est build de Maven et build d'images Docker, ils sont faits par Kaniko hein, dans des jobs différents. Ils sont stockés directement dans GitLab lui-même. Parce que GitLab, il joue ce rôle d'artifact management pour les artefacts qui sont buildés au sein des projets directement. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup de jobs pour la sécurité. Ils sont pas déclarés en tant que tels, mais j'ai des intégrations. Et en fait, je remonte tout en haut. Dans cette étape-là, j'ai des templates. Et en fait, ce sont des templates. Certaines, ils sont accessibles en communautaire, donc notamment les scans statiques et le code quality. Certaines nécessitent des versions entreprises avec une licence. Mais en tout cas, ces templates-là, il suffit de les intégrer comme ça. Et on a toutes les étapes de scan qui se font automatiquement dans la pipeline. On peut toujours aller les customiser un peu. C'est ce que je fais un peu plus bas quand vous voyez que j'ai des étapes où je déclare des variables pour le container scanning, pour les secret detection, etc. Ce sont des configurations de customisation voilà, pour gérer un peu qu'est-ce que je veux scanner, à quel niveau, qu'est-ce que je veux garder dans l'historique, etc. Ça se fait à ce niveau-là. Et donc en fait, quand je crée une branche et je commence à éditer, dès que je push mon premier changement dans ma merge request, je reviens là-dessus, ma pipeline s'exécute et voilà, il va exécuter les différents scanners, le scan de conteneurs, le scan de Maven Dependency, etc., les cubes, le scan statique des ressources Kubernetes, secret detection. Je fais aussi les scanners dynamiques, le fast testing et le DAST ici, scanner dynamique. Et les rapports de ces scans, ils sont visibles dans la plateforme elle-même. Et donc, typiquement, j'ai exécuté un scan code quality et je vois le rapport ici directement associé à ma pipeline. Je vois les licences aussi parce que j'ai intégré un scan de licensing.
Tous les scans de sécurité avec toutes les vulnérabilités sont visibles ici. Donc, même quand je fais du développement, je suis conscient de ça, parce que je suis conscient de ce que j'introduis avec mes changements. Et ça, c'est super important. Et bien sûr, hein, le résultat des tests unitaires, etc. Et dans la merge request, ce qui se passe, je reviens sur ma merge request. C'est que j'ai les mêmes rapports de résultats, hein. Et en fait, ça serait un peu le lieu dans lequel où toutes les équipes vont avoir la visibilité sur ce qui a été introduit ici. Donc, je vois, moi, que j'ai introduit toutes ces vulnérabilités-là, les résultats de différents scans, un peu comme on l'a vu sur la pipeline, le test coverage, je le vois ici. Je peux ajouter des contrôles par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, ça c'est bien, je sais que j'ai introduit des vulnérabilités, mais ce qui est intéressant, c'est que je voulais ajouter des contrôles et faire en sorte que je puisse pas merger tant que j'ai pas résolu les vulnérabilités qui sont ici. Donc, comme vous voyez, si je descends un peu plus bas, je vois ici que le merge est bloqué. Donc moi, j'ai pas le droit d'aller plus loin et de merger ces changements-là sur les branches protégées. Tout simplement parce qu'il y a une policy qui a été créée qui permet d'empêcher ça. C'est les fameux quality gates qui sont imposés et qui nécessitent du coup soit la résolution, soit une approbation d'une personne qui a le droit de le faire. Et donc là, c'est moi-même, mais avec un autre compte personnel, à qui j'ai donné les droits d'approuver si jamais la merge request ne respecte pas les normes nécessaires. Et ça a été fait à ce niveau-là. Je vais aller un peu dans la partie policy. Euh, Dans cette partie-là, en fait, je peux créer plusieurs policies, hein, ça peut être de toutes sortes. Je peux créer des policies pour dire, voilà, je veux imposer des scanners spécifiques à un projet. Je peux l'imposer à un groupe, voilà, tous les projets qui sont dans le groupe. Je peux les ajouter dans un framework. Et en fait, je peux avoir plusieurs policies, donc des choses imposées de manière différente hein, sur les scanners, et en faire un framework qui sera appliqué en associant juste le framework au projet donné, au lieu d'aller faire les choses de manière unitaire. Et ça, c'est super intéressant. Je vais revenir là-dessus juste après. Et donc la policy, tout simplement, hein, c'est que je choisis le scanner que je souhaite, comment je l'applique, et puis le scope du projet sur lequel j'applique, et je peux rajouter quelques configurations supplémentaires sur quel type de branche je veux le faire, etc., etc., et des conditions sur qui peut accepter ça. Si jamais je veux workaround en fait ce contrôle-là. De la même manière, si je reviens sur policies, ouais, c'est bien là. De la même manière, bah, les contrôles ils peuvent être faits dans le merge request approval. Et en fait, c'est ça le contrôle, je vais dire. Si jamais j'ai un scan qui passe pas certaines normes, je veux empêcher les merges. Et le contrôle se fait à ce niveau-là. Ce qui peut être aussi intéressant, peut-être cette troisième policy, des fois on a besoin de faire des choses un peu plus custom, pas juste un scan. On a besoin vraiment d'injecter un bout de pipeline. Et on veut le faire pour plusieurs projets, pour voilà, standardiser les choses. Et ça peut se faire avec cette fonctionnalité-là. On va déclarer un bout de pipeline et on va créer une policy qui va l'injecter dans tous les projets. Alors le projet en soi ne le verra pas dans sa pipeline, mais au moment de l'exécution, il va voir ces étapes se rajouter, s'exécuter de manière forcée, et ça sera expliqué que ça vient d'une policy qui est configurée au niveau supérieur. Euh, Je reviens un peu sur la partie framework dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme je vous avais dit, c'était quelque chose qui permettait de regrouper plusieurs policies, hein. Moi, j'en ai créé deux. Un qui a des policies pour obliger d'avoir un scanner statique et de ne pas passer si jamais il y a une vulnérabilité statique. L'autre, scan sécurité, secret detection. Et s'il détecte un secret, il ne laisse pas passer un merge. Mais en fait, on peut aller même plus loin. On peut créer des requirements et typiquement, quand on a des standards, on va dire, de régulation à implémenter, là j'ai pris l'exemple d'ISO 27001, ça peut être autre chose, hein, SOC 2 ou d'autres normes. En fait, ces normes-là, ils ont des prérequis qui sont expliqués. Et dans le cadre des GitLab, ça veut dire certaines choses. C'est des concrets. Typiquement, quand on parle de segregation of duties,
Ça veut dire, dans le cadre de GitLab, qu'il faut rajouter ces mécanismes d'approbation. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un approuve avant de faire les merges dans les branches protégées. Et en fait, on arrive à rajouter ces contrôles à ce niveau-là. Et ces contrôles-là permettent du coup de nous remonter un rapport sur la qualité, en fait, le niveau de respect des standards par les différents projets. Donc là, je vois que mon projet Fall Demo Quarkus, il passe pas mal de choses, mais par contre, il y a deux contrôles qui sont pas respectés. Donc, pour être au niveau d'ISO 27001, j'ai besoin de voir ce qui va pas, et je vois qu'il manque un approver sur le merge request par défaut. Je vois qu'il manque, voilà, les approbation rules, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un peu du concret et tout ça est customisable, hein. On peut créer des frameworks spécifiques voilà, aux besoins de l'équipe ou aux besoins de l'organisation pour faire des choses de façon un peu plus contrôlée. Et c'est ce qu'on va appeler ici la gouvernance, tout simplement. Ça se fait à ce niveau-là. Alors, je m'arrête sur cette partie-là. On va parler des choses un peu plus cool. Alors ça, c'est la partie intelligence artificielle. Euh, Déjà, vous avez remarqué, hein, j'ai ici, alors j'ai la version avec l'IA, donc j'ai naturellement le chat qui est intégré à la plateforme. Alors, il permet de faire plein de choses. Il permet de fonctionner comme un chat classique, hein, en IA génératif. Vous pouvez lui poser des questions sur la plateforme, sur du sujet, de la documentation, etc. Il va vous répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend aussi en contexte la fenêtre en cours et il peut voilà, faire certaines, voilà, vous essayer de faire certaines opérations. Par exemple, j'avais ouvert ici, ça c'est une issue hein, qui est publique, qui est ouverte. Il y a plein de discussions, plein d'échanges. Et en fait, je suis capable tout simplement de venir là-dessus et de lui dire summarize issue, afficher un tout petit peu naturellement. Et en gros, il va m'expliquer un peu de manière résumée tout ce qui se passe dans cet issue-là. Donc ça me permet aussi de gagner du temps, voilà, aller lire dans tout, et ça m'évite d'aller lire dans tous les commentaires, le sous-commentaire, etc. Et encore plus intéressant, alors c'est quelque chose que je fais souvent, bon là on va pas rentrer dans les commentaires, c'est quand je vois une personne et je veux vraiment savoir cette personne-là parce que peut-être il a une connaissance meilleure de cet issue-là sans doute dans ses commentaires je vais avoir la réponse, je peux lui dire est-ce que tu peux me résumer spécifiquement ce que cette personne-là a dit et ça me permet aussi d'avoir une idée du niveau de l'implémentation de cet issue et comment ça avance, etc. Donc ça, c'est un outil supplémentaire qui peut être super utile dans ce cadre-là. Euh, Ce chat-là, il est là au niveau de GitLab, mais il est aussi au niveau de mon VS Code. Alors, juste pour, hop, je me connecte. Pour information, le plugin, il fonctionne sur du IntelliJ, il fonctionne aussi sur du Eclipse. Et ce que ça rajoute cette notion de tout ce qui est autour du code generation, refactoring, génération des tests unitaires, explication du code, et aussi un chat qui est intégré ici. Ce chat-là, bah, il permet simplement d'interagir avec une IA et d'avoir des informations autour du code directement. Alors ça le fait en manière classique, hein, c'est du prompt. Il prend le contexte en cours. Le contexte, ça va être les fenêtres qui sont ouvertes. Et je peux lui injecter des fichiers que je souhaite qu'il regarde et il me fournit des informations par rapport à ça. Et il y a des choses, je sais qu'il y a des choses qui vont arriver pour faire des implémentations un peu plus agentiques sur lesquelles il va carrément créer des fichiers lui-même, différents fichiers, faire des interactions. C'est quelque chose qui est actuellement en bêta encore, mais ça arrive prochainement. Mais déjà dans ce mode-là de prompting, perso, j'ai fait beaucoup de démos, généré beaucoup de projets grâce à ce prompt-là, surtout quand on connaît pas forcément le langage. Il est capable de faire des choses assez intéressantes. Alors, euh, typiquement, alors je vais expliquer juste je vais lui demander juste de m'expliquer ce code-là, par exemple. Donc là, vous voyez les différentes fonctions, hein. Il sait faire du refactoring, générer des tests unitaires fixés et l'explication du code snippet. Ah, pardon. À chaque fois, j'oublie ça. Alors, comment je vais faire ici? Commande plus, voilà.
Voilà, donc il a pris le code snippet, il commence à m'expliquer les annotations, l'implémentation, et c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, du coup, vous l'avez remarqué, j'ai même pas eu à me soucier euh, du modèle qui est derrière. Le meilleur modèle a été choisi automatiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oblige ceci. Chez GitLab, il y a une fonctionnalité qui permet, parce qu'il y a beaucoup de contextes où on va avoir de la souveraineté ou des données protégées. On peut tout simplement avoir un modèle qui est exposé en interne et connecter GitLab vers ce modèle-là pour aller le consommer. Alors, on recommande quand même une liste qu'on a, voilà, qui ont été testées dans le cadre de GitLab. Euh, ils sont prouvés, ils répondent bien, mais voilà, d'autres modèles peuvent être testés pour ce genre de use case, et le meilleur peut être choisi selon les besoins spécifiques là-dessus. Vous voyez, alors j'ai même pas demandé, hein. Il m'a sorti même quelques security concerns sur ma fonction, et il pense que ce que j'ai fait est quand même un peu pas bien. Voilà, donc on verra ça après. Je reviens sur ma merge request, retour aux origines, et voilà, c'est bloqué. Moi, développeur, je dois faire des choses. Voilà, je peux comprendre en fait ce qui va pas parce que j'ai le bot ici. J'ai un bot qui m'explique d'où ça vient ce contrôle qui m'empêche de merger, ce que je dois changer pour fixer ces violations, quoi. Et donc il y a beaucoup de choses, hein. Pour un code, en fait, il y a quasiment un problème par ligne de code ici. Et, Et en fait, il y a quelques scans ici. Alors, ça marche que pour les scans statiques, hein, les scans SAST. Pour quelques scans SAST, l'IA est capable, parce qu'elle connaît très bien ce genre de vulnérabilité, on a ce petit logo qui s'ajoute ici. Elle dit, je connais ce problème-là, en fait. Et en fait, quand elle connaît ce problème-là, ben, elle est capable tout simplement d'aller le corriger automatiquement. Donc là, elle a reconnu que j'utilise un algorithme cryptographique qui est pourri, hein, le MD5. Alors, j'ai juste un souci de connexion. Normalement, quand je dois cliquer dessus, je vais recharger la page. Voilà. Donc, il me sort la description de ce qu'il a compris. Alors, ce qui est bien, c'est que l'IA est capable de m'expliquer aussi les vulnérabilités. Et en fait, je vois pour ce cas-là spécifique, j'ai un bouton résolution. J'ai cliqué dessus. Normalement, ça prend que quelques secondes. Et on va attendre que ça revienne. J'ai foi. J'attends 10 secondes maximum. Ah! Something went wrong. Alors ça, c'était pas prévu. C'est l'effet démo. Alors, je réessaye une deuxième fois. Ah, peut-être parce que je l'avais déjà lancé une fois, peut-être. Parce que j'ai peut-être une branche où je l'avais lancé une fois. Ouais. Bon, il n'est pas passé pour une raison qui m'échappe. Maintenant, c'est pas grave. Je crois que j'avais prévu une branche où je l'avais déjà exécutée. Eh ben non, en fait, je n'avais pas. Peut-être dans Branches. Ouais, j'ai la branche, mais malheureusement, j'ai plus la merge request associée. J'ai dû la supprimer. Ouais, j'ai dû la supprimer. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être supprimer la branche et réessayer. Et là, normalement, je recharge, on sait jamais, le contexte. Et moment de vérité. Bon, bon, tant pis, je vais pas vous montrer cette feature.
Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va générer une merge request. Et dans la merge request, il va faire lui-même la correction de la fonction et proposer ça. Et en fait, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement l'accepter ou pas, le changement. Alors malheureusement, il montre plus de détails dans la merge request quand il le fait. Et là, je crois qu'il est en train de refuser de le faire, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on fait souvent des reviews. Et donc en fait, bah, le review classique, c'est qu'on va ajouter des gens, des reviewers, et qui vont reviewer le code manuellement, etc. Ça se fait aussi avec des espèces de commandes basiques GitLab, hein. On fait request review, on ajoute l'ID de la personne en question. Mais avec l'IA, j'ai ce bot-là qui s'appelle GitLab Duo et qui est capable de faire une review du code lui-même. Alors lui, il va prendre un peu plus de temps. Typiquement, là, j'ai requesté une review et lui, derrière, il va travailler au bout de quelques moments et il va me répondre avec tout ce qui va pas dans mon code. Et ça, ça peut être intéressant pour explorer un peu les différents changements à faire au sein de cette merge request. Je vais peut-être le laisser aussi travailler un petit peu et on va revenir là-dessus. Euh, voilà, bon, c'était assez rapide. Voilà, donc il m'a remonté les problèmes qu'il y a. Alors je le sais parce que j'ai fait ça. Alors j'ai des imports ici que j'utilise pas. Il voit que j'ai des problèmes des secrets utilisés. Il voit, ouais, pareil, toujours les secrets. Une gestion d'exception qui est pas bonne du tout. Toujours les secrets. Une implémentation. Alors c'est une fonction implémentée assez bizarrement, hein, j'ai fait exprès. Ça c'était pour le fuzz testing. Dès que mon input a un caractère spécial, je déclenche une exception. Ici, c'est la lettre Z. Euh, et puis l'algorithme en question avec une proposition de la résolution. Alors ça, il aurait dû me le faire dans la merge request tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, je l'ai avec avec la review du code automatiquement. Voilà, donc ça permet d'avancer plus rapidement, de façon un peu indépendante, sans forcément avoir ces échanges qui peuvent exister. Euh, En revanche, ma feature préférée à moi, parce que j'ai dû apprendre à faire du pipeline GitLab, et c'était pas toujours simple lorsqu'on voilà, on commence, on sait pas comment les écrire, etc. Bah, naturellement, on peut toujours échanger avec le chat pour nous générer des bouts de pipeline et les réutiliser. Mais des fois, il arrive qu'on ait des choses qui crachent un peu. Par exemple, là, j'ai un projet où j'ai fait une démo avec Ansible et Terraform. Et j'ai quand même beaucoup de pipelines qui cassent pour des raisons tierces, hein. Là, je prends au hasard celle-là, hein. Je vois que j'avais un problème de tofu apply. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'IA m'introduit ce bouton-là qui est troubleshoot. Et en fait, elle va prendre le contexte, les logs de ce job-là. Elle va essayer de comprendre un peu ce qu'on fait nous d'habitude quand on essaye de débugger un output, hein. C'est juste qu'on va gagner du temps. Elle le fait pour nous-mêmes, elle trouve la root cause et nous explique ce qu'il y a. Alors il va pas très loin, hein, il va pas aller dans la machine pour voir s'il y a une configuration qui va pas, etc. Ça reste dans le cadre du projet, mais c'est quand même un premier niveau de contrôle qui peut être important. Et personnellement, j'use énormément de cette fonctionnalité. Je trouve ça super intéressant pour aller faire un premier niveau de débugage qui peut être intéressant. Et des fois, ça nous propose des exemples de fixes directement. Donc là, en l'occurrence, il a compris que j'avais un problème de fichier mal placé. Alors, bon, je me souviens plus ce que c'était le problème en soi, mais il me propose un peu de comment le fixer. Une façon aussi intéressante de le faire, vous le savez tous, hein, l'IA, ça permet d'accélérer, c'est important. Mais quand on sait lui parler, c'est encore mieux, hein, on accélère plus. Donc un cas intéressant que j'ai trouvé, un usage qui est quand même intéressant, c'est lorsque j'arrive pas à trouver le problème et ces fixes ne fonctionnent pas, c'est de lui demander comment débugger. Et il me génère du coup des bouts de pipeline à rajouter temporairement pour aller montrer des outputs. Et parmi ces outputs-là, il saura me dire du coup, voilà, le problème vient plutôt de là. Donc va regarder plutôt cette configuration qui est mal faite, etc. Donc voilà, c'est un contrôle supplémentaire qui peut être super intéressant. Je pense que on a montré pas mal de choses déjà. Et je peux m'arrêter là peut-être pour la partie questions. Ça fait 50 minutes. Donc voilà, merci à tous. Alors, je sais pas si vous avez des questions du coup. Comme il faut, là. Ouais.
Voilà. Une question par là? Ouais. Il marche le micro ou c'est toujours. Non, en fait, c'est pour les gens qui sont sur Internet, tu t'entends. Ah, d'accord, ils m'entendent sur. Ok, ouais, ok, ok. Non, de manière très pragmatique, il y a moyen d'accéder à ta pipeline pour voir ce que tu as implémenté comme contrôle, Alors le d'avoir un replay, exemple similaire? et le replay, il y a un replay ou pas de la session? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a des pipelines similaires dans notre entreprise, dans nos équipes, mais je vois qu'il y a certains éléments, genre les onglets sécurité, etc., que tu Mhm. nous montrais tout à l'heure. Je vois Ici, là, qu'il y a les quelques vulnérabilités. différences. Et donc, c'était pour voir comment tu avais implémenté tout ça, quoi. Ouais. Alors effectivement, ça dépend au niveau de licensing. Effectivement, il y a quelques scanners dispo. Et puis après, dans les niveaux entreprises, bah, il y a des niveaux qui vont intégrer ces fonctionnalités de dashboarding, etc. Donc ça va dépendre effectivement des niveaux de licensing. En tout cas, ton repo est privé, quoi. Comment? En tout cas, ton repo est privé. Non, non, alors j'ai mis la pipeline. Alors malheureusement, vous aurez pas accès à ça parce que j'ai forqué ce projet. Je l'ai mis dans un repo public. D'ailleurs, je vous ai mis ça ici. Vous aurez accès juste à la pipeline. Vous n'aurez pas les policies que j'ai faites dans la plateforme elle-même. Mais c'est pour voir la pipeline que j'ai implémentée, vous pouvez avoir le projet sur ce Ah, QR code. impeccable, c'est ce que je demandais. Ouais. Merci. Une dernière question? Hop. Merci pour la présentation. Là, tu montrais les reports au niveau d'un projet. Il y a moyen d'avoir un report qui soit cross-projet, au niveau sur plusieurs équipes, par exemple? Alors, il y a les reports niveau projet et niveau groupe. Donc, ça va être sur les groupes des projets qui sont sous le même répertoire quelque part. Donc, dans GitLab, le groupe, c'est un répertoire de plusieurs Hmm. projets. Et en fait, c'est le même dashboard, c'est juste qu'on remonte on remonte dans la hiérarchie. Là, je vais aller un niveau au-dessus. J'ai la connexion un peu lente. Mais en tout cas, à ce niveau-là, j'aurai le même dashboard, mais j'aurai toutes les vulnérabilités au niveau de Hmm. ce groupe et le projet associé, en fait. Ok. Merci. Merci à toi.